Ce matin-là, Philippe m'avait amené dans le parc de la Gaspésie pour une randonnée en ski de fond. Direction le lac aux Américains. Imagine si on arrive au lac, puis le lac n'est plus là. Ah là, je peux pas croire qu'ils nous ont pris notre lac. On le sait, dans le parc national de la Gaspésie. Un lieu qui était un genre d'aimant pour les géologues, les naturalistes, les botanistes. Fin 19e, début 20e siècle. Les gens vont venir ici. C'est un amphithéâtre naturel qui a été créé par la fonte des glaciers. Alors l'eau remonte à la fonte des glaciers, tiens-toi bien, il y a 8000 ans. L'eau est restée ici. L'eau est restée ici, puis on est entouré d'un genre d'amphithéâtre naturel. C'est les monts McGarrigle. Alors on a le mont Joseph-Fortin, juste ici, et le mont Xélibu. Puis on a des escarpements, des versants à 300 mètres. Alors, formé par une dépression pas nerveuse, tiens-toi bien, une dépression glaciaire. Oui. Il y a 8000 ans, et ça forme un socle glaciaire qui va attirer un bon nombre de scientifiques, début du 20e siècle. Il y a deux scientifiques, en particulier deux Américains, qui vont venir ici. Alors, il y en a un premier qui s'appelle James Franklin Collins et un autre qui s'appelle Merritt Lyndon Chernold. Ils viennent ici en juillet 1906. Ils viennent ici et c'est des passionnés d'herboristerie. Ils viennent ici pour faire une exploration en herborisation. Recenser, inventorier des plantes. Chernold, c'est un peu le chef de l'expédition. Puis là, il faut que tu te mettes dans l'ambiance. En 1906, il n'y a pas de sentier. On n'a pas passé la débroussailleuse avant. Il n'y a pas de sentier balisé. Ils ont besoin de guides. Alors, il y a des gens du secteur de Cap-16, de Saint-Anne-des-Monts, qui connaissent le coin ici comme le fond de leur poche. Je t'en nomme quelques-uns. Sam Côté, Joe Fortin, le mont Joseph-Fortin. Okay. C'est un des guides. Oui, Joe Fortin. Les frères Gagnon, Édouard et Hector, Léon Douglas, Israël Thibault. Okay. Ces gens-là vont accompagner les deux Américains et bien d'autres comme William Logan parce qu'ils connaissent le secteur. Et là, c'est une expédition, tiens-toi bien. Il y a les ours qui les menacent. Il y a des nuages de moustiques. J'imagine. Assoiffés de ça. Pas de chemin, arrive jusqu'ici, découvre le lac. Là, s'installe, dorment ici, se font à manger, se content des histoires. Le lendemain, comment ils vont appeler le lac? Le lac aux Américains. hey! Wow! Philippe, on est arrivé. On l'a peut-être eu plus facile que nos deux amis botanistes. C'est sûr. Il y a un petit peu plus d'un siècle. Mais toujours aussi beau. Oui. Ces gens-là vont venir ici, puis tiens-toi bien, Chernold, qui vient une fois, deux fois, trois fois en Gaspésie au moins. Dernière fois qu'il vient, en 1923, va recenser pas moins de plus de 300 plantes différentes. OK. Il est convaincu qu'il y a des sommets qui n'ont pas été atteints par la glaciation. Oui, probablement. Alors, il est persuadé que les affecté. 300 plantes qu'il a trouvées, que c'est des plantes, mon gars, que pendant des milliers d'années, sont dans le paysage. C'est une photo du passé, d'avant avant la Des glaciation. plantes originales. Impressionnant quand même. Ouais. C'est comme une cuve, hein? C'est un amphithéâtre naturel. On va explorer ça? Ouais. Merritt, il va s'inspirer, il va marcher dans les mêmes traces d'un certain Arthur Collins, qui l'a précédé un petit peu.
Mais il y a des gens qui vont s'inspirer de ses travaux puis de ses découvertes, dont un Canadien français que tu connais peut-être, Conrad Kirouac. Conrad Kirouac, c'est le vrai nom du frère Marie-Victorin. Le frère Marie-Victorin va beaucoup se baser sur les travaux de Fernald, puis tiens-toi bien, ils vont avoir une relation, un entretien épistolaire, mais sur le plan scientifique. Oh, OK. Ils vont s'échanger des lettres, ces deux-là, OK. parce que Fernald va décéder en 1950, et on le sait, Kirouac, le frère Marie-Victorin, va publier Flore Laurentienne, qui est la Bible en arboristerie, en flore. OK. Alors tout ça va laisser quand même des traces. Hey, le lac aux Américains. Pensez-vous vraiment qu'il ne nous est pas passé par la tête de rebaptiser la place? Après notre randonnée dans le parc, j'ai amené Philippe au gîte du Mont-Albert pour prendre un petit scotch. Toujours un classique pour moi. Il y a des géologues, il y a des botanistes, il y a des amants de la nature, des herboristes qui, à partir des années 1890, vont faire de la Gaspésie, du moins de son intérieur, leur terrain de jeu, un laboratoire à ciel ouvert. Ces gens-là, à partir des années 1890 jusqu'aux années 1930, pendant à peu près 40 ans, je te dirais qu'ils vont revendiquer la création d'un premier parc national au Québec. Wow, toute la vie. Y a-tu déjà eu des poissons dans la piscine? Ici, il y a déjà eu des requins, me semble. Ce fameux gîte. Entrons. Oui, le gîte du Mont-Albert. On va aller voir ça. Dans les années 1930, là, à partir de 1936, on se rend compte, on constate que le fruit commence à être mûr pour créer un premier parc. C'est l'Union nationale qui est au pouvoir. Il y a eu des élections. Maurice Duplessis, un nom que tu connais, est devenu premier ministre du Québec. Et il y a 2 députés forts de l'Union nationale en Gaspésie qui vont travailler fort pour la création du parc. Il s'appelle Alphonse Pelletier, député de Gaspé-Nord. J'imagine. Et Gaspé-Sud, Camille Pouliot. Ils ont besoin de l'aide du grand argentier de l'époque de l'Union nationale, le ministre des Finances du temps, Onésime Gagnon. Onésime, il avait du pouvoir. Il va embarquer avec eux. Le fruit est mûr, de sorte qu'au mois d'avril 1937, on va adopter la loi qui va créer le futur parc national de la Gaspésie. Hey Philippe, toi qui chasses, puis t'en as... Ça, c'est un beau ça. Hey. En tout cas, pour être un oriente, c'est une bonne place ici dans le parc parce que t'es sûr de ne pas te faire chasser. On est au printemps 1937. Pas longtemps après, là, dès l'été, on commence les travaux. On va se mettre à construire les premières infrastructures d'accueil pour accueillir éventuellement la visite. Oui, il faut qu'on couche la visite. Il faut qu'on couche la visite, il faut qu'elle mange. On va construire tout ce qui est hébergement, restauration, accueil. On commence en 1937. Alors, on commence à construire le gîte à partir de 1938 et on accélère les travaux en 1939. Il y aura une centaine de personnes qui vont travailler ici. Puis là, la route, on est dans les années 30. Ça fait une dizaine d'années que le boulevard Perron est ouvert. Fait que tu penses-tu que la route entre Sainte-Anne-des-Monts et le gîte est carrossable? Ça m'étonnerait. Pas facile comme route. Pas facile. Fait que tout le bois est coupé, scié, sur place. Poutres, madriers, planches, chaniers d'ici. Et on construit à mesure. Puis les ouvriers viennent de Cap-16, Sainte-Anne-des-Monts et les villages environnants. Le chemin principal qui doit être ici. Ici, on voit le parc pour enfants. Qu'est-ce qui arrive à l'automne 1939, septembre 1939? La guerre, la Deuxième Guerre qui éclate. Ça va ralentir les travaux. J'imagine. Ça n'arrête pas.
Ça ralentit pendant 2 ans. De 39 à 41, on avance, mais un peu à pas de tortue. Les priorités sont ailleurs. Les priorités sont ailleurs, tu as tout à fait raison. Puis il faut contribuer à l'effort de guerre. Fait que les loisirs, la culture, la nature, ça peut attendre. Ouais. Alors on attend comme ça pendant 2 ans. Et crois-le ou non, à partir de l'été 41 jusqu'à l'été 46, pendant 5 ans, OK. tout est mis sur pause. OK. Le chantier est mis sur pause. Les travaux sont avancés, mais on est en temps de guerre. Ouais. Le calme revient et à partir de 46, on va terminer toutes les infrastructures d'accueil, les chalets, l'hébergement. Puis, à l'été 50, les premiers visiteurs vont s'amener ici OK. et on est dans un autre monde. En 1950, c'est la fin de la guerre. Les gens ont un pouvoir d'achat, ils ont des sous, Ouais. ils s'achètent des automobiles. Mais la plupart des gens viennent d'où? Canada anglais, côte est des États-Unis. Ouais, j'imagine. Canadiens et Français ne sont pas encore à l'heure de la Société des loisirs. Ça finira par arriver. Il y a un lien aussi avec les pêcheurs qui venaient pêcher ici. Fait que, probablement, ça s'est parlé. Oui. C'est un peu la même type de clientèle. qui Effectivement. Oh, le divan rouge. Ah ben là, Philippe, Hey. c'est... Tu avoir une belle vue, Philippe. Forcément. Ah, ben, tu vois. Vue sur le bar. Vue sur le bar, effectivement. Quoi ça te fait penser, le gîte, quand tu le regardes? L'architecture? Ben écoute, c'est vraiment imprégné dans ce qu'on voit autour de nous autres. Donc, ça va rechercher un peu l'effet des sommets des Je montagnes. pense que c'est réussi. Ouais. Bon, plutôt, tu me parlais de peut-être Banff, que tu es allé. Ouais, c'est Ça vrai. fait penser à un environnement montagneux, en Ouais, tout ça cas. fait hôtel de montagne. L'architecte, c'est Lorenzo Auger. Probablement qu'il avait ça en tête. Alors, on parle d'un bâtiment 3 étages, pour le temps quand même assez impressionnant, en plein cœur de la Gaspésie, avec beaucoup de pignons, beaucoup de lucarnes qui font justement penser à l'effet montagneux qu'on retrouve en plein cœur de la Gaspésie, parce qu'ici, on est entouré d'une mer de montagnes. Le gîte qui a fêté tout récemment, là, bon, c'est 75 ans, qui fait partie maintenant du réseau de la CEPAC, donc la Société Des établissements et de plein air du plein Québec. air. Voilà, tu l'as, merci. Ouais. Alors, c'est ce qui va arriver à partir de... Là, aujourd'hui, c'est géré, puis c'est toujours, à mon avis, un endroit incontournable à découvrir ou à redécouvrir, parce qu'on va évidemment faire tout un réseau de sentiers, plein air, d'excursions en montagne, et tout ça grâce aux premiers scientifiques qui sont débarqués ici et qui ont vu le potentiel derrière tout ce parc-là. Quoi? Est-ce qu'on s'est arrêté après un seul scotch? L'histoire ne le dit pas.